Cuvier est agronome, professeur honoraire à AgroParisTech. Il est spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution. Il a notamment dirigé à AgroParisTech la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole qui avait été précédemment occupée par M. René Dumont, qui est connu. Ah oui. Alors, il a été impliqué dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation de nombreux projets de développement agricole, notamment dans les pays du Sud. En plus de nombreuses publications scientifiques, il est l'auteur de nombreux ouvrages aussi, allant du que sais-je sur les politiques agraires jusqu'au récent « L'agroécologie peut nous sauver ». Alors c'est quand même un vaste programme. Alors il va falloir nous montrer comment on peut faire mieux que ce qu'ont fait nos aïeux avec un peu le même genre de méthode, ou je me trompe. On va voir. On va essayer. Oui, donc c'est bon, oui, vous m'entendez? Oui, merci donc, pour la présentation. Alors, oui, la question qui m'était posée, c'est est-ce qu'on pourrait nourrir, enfin comment nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière? Alors, les enjeux, je passe très vite, parce que vous le savez déjà, population croissante, 7,8 milliards d'habitants aujourd'hui, 9,5 milliards, même un peu plus en 2050. La demande en aliments va s'accroître du fait de la population croissante. Et comme de plus, dans certains pays émergents, il y aura aussi quelques bonnes nouvelles aujourd'hui, rassurez-vous, mais dans certains pays émergents, il y a des classes sociales qui sortent de l'extrême pauvreté, qui étaient végétariens par manque de pouvoir d'achat, et qui mangent davantage des œufs, boivent du lait, mangent un peu de viande, et que vous savez qu'il faut entre 3 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale. Il faut se préparer à ce que la demande en aliments, en production végétale, destinée à l'alimentation humaine et animale, va plus que doubler dans les 30 ans qui viennent. Je crois que c'est un ordre de grandeur, hein. On n'est pas deux chiffres après la virgule, mais parce qu'on aura plus de gens et plus d'animaux pour nourrir plus de gens. La question, effectivement, que vous avez déjà évoquée, je crois, de savoir s'il nous faut manger toujours plus de viande et ce genre de choses a déjà été évoquée, ça reviendra dans le débat. Mais nourrir une population croissante, une alimentation de qualité, si vous étiez d'accord, pas perturbateur endocrinien dans les fruits et légumes, pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de fipronil dans les œufs, si vous êtes d'accord. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Je mets des matières premières, ça a toujours été vrai, hein, il fallait du bois pour la construction, des fibres pour le textile et des molécules et des plantes médicinales pour la pharmacopée. Mais l'élément nouveau, et je crois qu'on sera obligé d'en parler, c'est qu'il y a aujourd'hui des productions agricoles qui servent à donner à boire à des voitures et à des avions. Ça s'appelle éthanol, ça s'appelle agrodiesel, éventuellement ça s'appellera méthanisation, méthane, mais il y a une demande de produits agricoles, de matières premières à des industries, à des autres unités en question. Et donc la question de l'arbitrage va devoir se poser, c'est un problème politique. Sans dommage pour notre cadre de vie, pas d'algues vertes sur les littoraux bretons, pas d'atrazine dans l'eau, dans la nappe phréatique et dans l'eau du robinet, pas d'excès de nitrate dans la nappe phréatique, ce genre de choses, vous êtes au courant. Et durable, les générations futures. Moi, on mentionnait la fertilité des sols quand j'étais étudiant en agronomie, l'humus des sols. Aujourd'hui, vous pouvez étendre le concept de fertilité à l'ensemble des écosystèmes agricoles. Et la principale menace en France, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être la surmortalité des pollinisateurs. C'est-à-dire que le rendement à l'hectare, les potentialités productives, ce qu'on appelle la fertilité pour les générations futures qui doit être maintenue, c'est l'humus des sols, on est bien d'accord, mais pas seulement. C'est la biodiversité, c'est les coccinelles, c'est les pollinisateurs et ce genre de choses. S'il vous plaît, pas de désastre pour ça. Et puis, je vais plaider pour des formes d'agriculture très différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il faut être très honnête. Mais si on n'a pas l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs, on échouera. Donc c'est pas la peine de faire plaidoyer. Et donc ça, ce sera la question politique, ce sera plus le moment du débat entre nous sur comment faire en sorte que les agriculteurs qui s'adonneraient à ces nouvelles formes d'agriculture soient correctement rémunérés et donc adhèrent à ça et participent à cette révolution agricole, parce que sur le plan technique, ce sera radicalement différent. Sur le plan politique, c'est nécessairement pas un grand soir, c'est une transition écologique, il faut l'adhésion du plus grand nombre. On va essayer. Le contexte, vous connaissez, réchauffement climatique global, c'est un dérèglement climatique. Les agriculteurs, vous avez déjà discuté, vont devoir s'adapter à ce climat de plus en plus aléatoire, hein. Les canicules, les sécheresses, les cyclones, des inondations à la fois plus intenses et plus fréquentes.
Ça va plaider pour la diversité, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, je crois que vous en avez déjà discuté. Et on pourra éventuellement demander aux agriculteurs d'atténuer ce réchauffement climatique, diminuer les émissions de gaz carbonique. Ça s'appelle éviter la déforestation, la forêt amazonienne, la forêt congolaise, etc. Mais n'oubliez pas que nos poulets bas de gamme, moins de 40 jours, mangent du soja sur des terres qui ont été défrichées au dépend de la forêt amazonienne. C'est que notre élevage de poulets bas de gamme est un élevage très extensif, qui exige d'énormes extensions, sauf que c'est à l'étranger, on ne le voit pas. Et vous allez voir que je ne plaide pas pour une agriculture extensive, qui aurait besoin de toujours de plus grandes extensions, au dépend de la forêt amazonienne, la forêt de Bornéo, la forêt congolaise. Je défends une agriculture intensive à l'unité de surface. Alors, il y a aussi le méthane, dont on parle beaucoup aujourd'hui, on en reparlera un peu après. Et puis il y a le protoxyde d'azote, dont je trouve qu'on parle trop peu, alors que c'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, à hauteur de 50-51%. C'est le protoxyde d'azote, l'engrais, N2O pour les chimistes, c'est l'émission de gaz à effet de serre lorsqu'on dépend des engrais azotés de synthèse, urée, ammonitrate et autres. Donc, adaptation, atténuation, est-ce qu'on pourrait trouver des techniques qui sont capables de concilier les deux? Adaptation des agriculteurs à un chaos climatique, en tout cas un climat de plus en plus chaotique, et atténuer, et pourquoi on ne rémunérait pas d'ailleurs les agriculteurs pour ça. Alors, c'est les migrations. Alors, dans les choses que vous savez déjà, et pour ça je passe un peu vite, mais on parle beaucoup de migration, évidemment, des espèces végétales et animales, en France, par exemple, du sud vers le nord. Alors, évidemment, on pense au moustique tigre, on pense à la chenille processionnaire du pin, etc., la pyrale du buis, ce genre de choses, des espèces invasives, épichémiques du sud vers le nord. Mais il y a certaines études aujourd'hui qui sortent. Quelques oiseaux migrent 250 km plus au nord, quelques papillons 100 km seulement, et là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, début de l'extinction d'espèces, et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors là, croire que nos agriculteurs sont préparés à de tels déséquilibres écologiques, alors que ça s'accélère avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, là, va falloir être très bon. Parce que vraiment, je crois qu'on n'est absolument pas préparé, d'où l'idée, vous connaissez les corridors écologiques, de favoriser, si possible, la migration conjointe de toute une série d'êtres qui vivent en interaction, mais ça ne va pas être simple. Donc, espèces invasives, et du coup, adaptation, atténuation. Je passe un peu vite, parce que tout ça, vous le savez déjà, je n'ai pas besoin d'insister. Alors, va-t-on y arriver? Répondre à tous ces enjeux, dans un contexte qui est quand même hyper défavorable, il faut être honnête, c'est hyper défavorable. Est-ce qu'on va y arriver? Et comment on pourrait y arriver? Voilà une bonne question. Les foyers de tension liés au réchauffement à l'échelle internationale, parce que nourrir correctement l'humanité tout entière, il faut penser à des gens dans lesquels il y a des pays déficitaires. Alors juste quand même pour rappeler, mais vous le savez sans doute aussi déjà, s'il y a des gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition dans le monde, autour de 800 millions de gens qui n'ont pas tous les jours les 2200 kilocalories, donc ils ont faim, ils ne trouvent pas dans l'alimentation l'énergie suffisante pour aller la dépenser ensuite au travail, dans les déplacements et les loisirs, et puis 1 milliard de gens, c'est des ordres de grandeur, qui souffrent de malnutrition, carence protéique, vitamines, minéraux et ce genre de choses, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture sur le marché mondial. Mais rien à voir. Il y a excédent de nourriture aujourd'hui sur le marché mondial. Pour nourrir correctement l'habitant, modestement du point de vue des protéines animales, mais sans carence nutritionnelle aucune, et avec des protéines animales, quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an. La production mondiale est déjà de 330. Donc je vois, sans crainte, il y a pléthore de nourriture. Et s'il y a des gens qui ont faim, ça n'a rien à voir avec cette insuffisance de nourriture. S'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas que la France manquerait de poudre de lait et de poulet bas de gamme et de céréales. On est excédentaire. Donc s'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter une nourriture qui pourtant a été produite au moindre coût, puisque les coûts monétaires de la production vivrière en France n'a jamais cessé de baisser depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est les écarts de revenus, c'est vrai pour des Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, se retrouvent aujourd'hui dans les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi dans les favelas, et ils n'arrivent pas à manger le maïs et le soja qui est exporté pour nourrir nos cochons. Le surplus de nourriture sert
Parce qu'il y a des gens riches qui achètent, ils ont mis dans le frigo, la date de péremption est passée, ils ont jeté à la poubelle. La grande surface a acheté, les tomates n'étaient pas bien calibrées, ils ont jeté à la poubelle. Ça, c'est le gaspillage de gens riches qui fait qu'une nourriture a échappé à des pauvres au Brésil ou ailleurs qui n'ont pas pu l'acheter. Et puis l'autre partie, ben, c'est effectivement la nourriture à des cochons qui sont peut-être en surnombre, et ce genre de choses. Et puis la troisième voie, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui souffrent de faim et de malnutrition, qui n'ont pas accès aux calories et protéines végétales, mais figurez-vous, les calories végétales en question servent à produire de l'éthanol, de l'agrodiesel, peut-être même du méthane, pour nourrir, donner à boire à nos voitures et à nos avions. Là, l'éthanol et l'agrodiesel. Donc c'est les écarts de revenus qui sont à l'origine de la fin de la malnutrition. Et la question du coup de savoir si chez nous, il nous faut toujours produire plus, si améliorer un rendement, c'est toujours l'accroître, je pense qu'il est posé. Parce qu'améliorer un rendement en France, ce ne serait pas diminuer le rendement et diminuer encore les coûts en engrais, les coûts en pesticides, les coûts en carburant, tout ce que l'agriculteur a détruit, parce qu'on a une agriculture hautement productive à l'hectare et hautement destructive à l'hectare. Les engrais, ils étaient là, ils ont disparu, les produits phytosanitaires, ils étaient là, ils ont disparu, le carburant était brûlé par le tracteur, il est usé. Si déjà en France, on mesurait la performance économique de l'agriculture française par la valeur ajoutée à l'hectare, le revenu de l'agriculteur, et ce qu'il va payer comme impôt, éventuellement l'intérêt des emprunts, le loyer, ça c'est de la répartition de la valeur. Mais si on retirait, si on produit brut, moins soustraction de tout ce qu'on a détruit, la valeur ajoutée, je vous dis tout de suite, l'agriculture qui s'inspirera de l'agroécologie scientifique, elle va accroître la valeur ajoutée à l'hectare en diminuant les rendements. Alors du coup, vous allez me dire, mais du coup, on cessera d'exporter vers les pays qui ont faim. Eh bien oui, on cessera d'exporter du blé, par exemple, vers l'Algérie et l'Égypte, mais sachez que ce blé, ce n'est pas celui qui nous rapporte le plus, parce que les Algériens et les Égyptiens, à juste titre, nous mettent en concurrence avec un blé ukrainien, 35 quintaux, la ferme 10 000 hectares. Je veux dire que nos blés à 90 quintaux ne peuvent pas être rentables avec un blé ukrainien ou roumain au sein de l'Union européenne des 27. C'est complètement vain. Une betterave à sucre, plante en C3, moins efficace que la canne à sucre, sous les nuages de Picardie, pour faire de l'éthanol, sur une petite ferme de 500 hectares, en concurrence avec 40 000 hectares, Tereos, SA. Les betteraviers français, leur capital de coopérative, ont investi chez le concurrent. La betterave, plante en C4, plus efficace pour la photosynthèse, sous le soleil brésilien, et 40 000 hectares, l'usine est au milieu. Le poulet bas de gamme, élevé avec du maïs brésilien, pourrait être rentable avec un poulet brésilien pour être exporté vers l'Arabie Saoudite. De la poudre de lait à carré, excusez-moi, avec des prix Holstein qui produisent beaucoup de lait, se laisser de l'eau. Maintenant, il faut le déshydrater, cette eau, pour faire de la poudre, pour que les petits Chinois n'aient pas de les contaminer. Mais l'usine n'a pas fonctionné à la moitié de sa capacité. Et donc en France, même en termes monétaires, en oubliant les coûts sanitaires, en oubliant les coûts environnementaux, notre agriculture industrielle, c'est le sujet des agriculteurs, à l'exception de quelques-uns qui bénéficient des subventions à l'hectare et ont beaucoup d'hectares. Mais je crois que là, il nous faut le dire clairement, même en termes monétaires, même si on oublie les coûts sanitaires, même si on oublie momentanément les coûts environnementaux, même si on oublie le réchauffement climatique, elle n'a aucun avenir. Donc il faudra, cette révolution agricole, elle va être impérieuse, et il faudra mettre fin aux écarts de revenus. On va cesser d'exporter du blé pour ruiner le mil et le sorgho. On va cesser d'exporter des poulets bas de gamme pour ruiner les basses-cours des pays du Sud. Et la question devient alors, dans les pays du Sud, les pays du tiers-monde, les pays déficitaires, ou ceux qui se sont spécialisés vers le café, le cacao, on leur a dit spécialisez votre agriculture sur les avantages comparatifs. Ne faites pas du riz, ne faites pas du blé, ne faites pas tout ça chez vous, parce qu'il y a plus compétitif ailleurs. Faites du café et du cacao. Ils se sont spécialisés café-cacao. Avec le revenu du café-cacao, ils n'arrivent même pas à acheter le blé excédentaire sur le marché mondial. Donc je vous suggère qu'on mette fin à ça. Ça va, vous me supportez encore? Je ne sais pas si vous avez le moral, mais il y a vraiment urgence de changer tout ça. Parce que les foyers de tension, l'émigration, alors ces chiffres-là, vous les connaissez, je passe très vite. Voilà, enfin c'est, dans l'ordre, c'est le gaz carbonique qui est le principal gaz à effet de serre dans l'agriculture mondiale, et c'est la déforestation. Le méthane, pour l'essentiel, c'est les rizières, mais on laisserait un marais, ce ne serait pas des rizières, il y aurait autant de méthane, mais c'est le rumen des ruminants, le rot des vaches, et le protoxyde d'azote, qu'on oublie trop souvent, c'est l'épandage des engrais azotés de synthèse. Voilà, tout ça, les chiffres, les sources, c'est en général, là j'ai marqué, c'est le GIEC, mais c'est souvent, en France, c'est le CITEPA, CITEPA. Enfin, je pense que vous avez déjà eu accès à ces
Voilà, ça c'est la France, vous voyez, le protoxyde d'azote, 51%, le méthane, 40%, et le CO2 chez nous, puisque la forêt reprend ses droits, et c'est le retour des loups, chez nous, c'est le CO2, c'est pour l'essentiel un excès de labour, un excès de travail du sol, le carbone de l'humus des sols, qui retourne à l'état de gaz carboné. Voilà l'alimentation. Je passe un peu vite sur tout ça. Si vous êtes d'accord, on va positiver. Est-il possible, oui ou non, de répondre à tous ces objectifs, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, sans dégâts pour notre cadre de vie, sans préjudice pour les générations futures, fertilité des sols, pas d'effondrement des pollinisateurs, rien de tout ça. Est-ce que c'est possible? Ben si la question n'était que technique, est-ce qu'on a quelques raisons d'être optimiste? Alors là, ma réponse est catégorique, oui. Oui, nous avons toutes les raisons, techniquement parlant, de savoir qu'on peut nourrir correctement et durablement. Alors, vous avez déjà vu qu'une des conditions, c'est quand même mettre fin aux écarts de revenus gigantesques. Comme ça, on en reparlera dans le débat. Mais est-ce que techniquement, ce serait possible? Oui, par des techniques qui s'inspirent de ce que j'appellerais l'agroécologie. Alors l'agroécologie est déjà un terme qui a plusieurs sens. Pierre Rabhi vous dirait c'est une éthique de vie, vous mettrez en avant les valeurs. Stéphane Le Foll, que vous avez écouté hier, vous dirait c'est concilier les performances économiques, la viabilité économique des fermes et les performances environnementales. Avec tout ça, je suis d'accord. Mais je voudrais momentanément vous présenter l'agroécologie comme une source d'inspiration pour les agriculteurs, mais là vous le présentez comme la discipline, excusez-moi de parler comme ça, habituellement on va se discipliner, discipline scientifique des agroécologues. C'est-à-dire que les agronomes, nous sommes plusieurs ici à avoir été agronomes, diplômés agronomie, le grand temps de l'agronomie c'est le nomos, vous savez, c'est la norme. On connaît une variété améliorée, on sait ce qui est meilleur. Et puis la mauvaise herbe, on sait ce qui est mauvais. Et moi, quand j'étais jeune agronome, on m'envoyait à Madagascar enseigner la riziculture améliorée. Je savais ce qu'était la variété améliorée, je savais ce qui était bien, je savais ce qu'était la mauvaise herbe, je savais ce qui était mal, je connaissais le bien, le mal, j'étais proche de Dieu. Et figurez-vous, ces femmes malgaches analphabètes, vous savez, ces femmes qui repliquent le riz à la main dans la boue, m'ont dit que j'étais nul. Parce que dans la rizière, évidemment, ma variété à paille courte, soit érigée, elle était évidemment concurrencée facilement par les herbes aquatiques, donc j'amenais des herbicides. Et puis, cette variété, c'est la variété IR8, les gens de notre génération, les plus âgés ici, connaissent la toute première variété de riz IR8 sélectionnée aux Philippines, à Los Baños. Ben, elle était quand même sensible aux cicadelles, elle était en proie à des virus, et donc il fallait que j'apporte aussi des insecticides. Et elle m'a raconté qu'avec mes herbicides, mes insecticides et mes engrais azotés de synthèse, j'étais en train de tuer les canards, les poissons, les grenouilles, les escargots, toutes leurs sources de protéines. Une gifle. Le proche de Dieu, là, il s'en est pris plein la figure. Ces femmes n'ont jamais parlé d'agroécologie. Mais elles m'ont initié à l'agroécologie dans le sens, c'est elles qui m'ont expliqué que la rizière, mais attendez, il n'y a pas que du riz, il y a des canards, il y a des poissons, il y a des escargots, il y a des sources de protéines, et le canard picore l'herbe adventice que vous appelez mauvaise herbe, et le canard, il picore la cicadelle pour lequel vous mettez un insecticide. Et puis elles ne m'ont pas raconté qu'il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air et permettaient la fertilisation du riz. Elles ne m'ont pas tout expliqué, elles n'ont jamais prononcé le mot de l'agroécologie, mais c'est quand même elles qui m'ont dit, soyons sérieux, l'objet de travail des agriculteurs, des agricultrices, c'est un agroécosystème, ce n'est pas le sol, la plante, le troupeau pris séparément, c'est un écosystème dans lequel il y a d'énormes interactions. Regardez le canard, il s'attaque aux herbes adventices et il ne s'attaque pas au riz. J'ai su ultérieurement que le riz était trop siliceux, et bien les canards dans une rizière, ben, ils préfèrent picorer les herbes, ils adorent le couvert herbacé, mais le riz, trop siliceux, ils ne mangent pas. Ben voilà. Et ça, c'est des recherches empiriques paysannes depuis des décennies et des siècles. Et moi, je vais vous présenter l'agroécologie comme une discipline scientifique ultra belle. Voilà. Alors, les quatre grands principes de l'agroécologie, enfin, pour que les agriculteurs s'inspirent de ces fondements-là, en s'adaptant aux conditions locales. L'agroécologie, s'inspirer de l'agroécologie, c'est vraiment tenir compte des conditions locales. Mais la première bonne nouvelle, l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil. Ça, vous le savez, c'est la photosynthèse. Et paraît-il, il ne nous est pas annoncé de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc je vous suggérerais faire l'usage intensif, je fais exprès de dire intensif à l'hectare, de cette ressource gratuite et renouvelable. Ça, cela ne coûte rien. Ce qui coûte, c'est l'accès au terrain. Là, il y a sûrement Terre de Liens, des gens parmi vous qui essaient d'installer des jeunes agriculteurs. Mais une fois qu'on a un terrain agricole, s'il vous plaît, couverture végétale verte, la plus totale possible,
et la plus permanente possible, hiver, printemps, été, automne, et pourquoi pas, quand vous êtes sous les tropiques, saison des pluies, feuilles vertes, et pourquoi pas en saison sèche, encore des feuilles vertes capables d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire. Ça veut dire association végétale. Alors évidemment, au Mexique, vous avez le maïs, vous avez le haricot, et vous avez la cucurbitacée, la pastèque, la courge, le melon, la plante rampante qui vient intercepter les derniers rayons du soleil. Culture associée. Ben, en France, vous avez des gens qui sèment les févroles entre les rangées de blé, les lentillons entre les rangées de cameline, les feuilles, les rayons du soleil qui ne tombent pas sur les feuilles de blé tombent sur les feuilles de févroles. On essaye de couvrir le plus possible que les rayons de soleil ne tombent pas à terre, ils tombent sur des feuilles vertes. Alors évidemment, associer plusieurs cultures dans un même champ simultanément, c'est plus facile quand on a une agriculture manuelle ou traction animale que quand on est avec le matériel. Et même à Montpellier, je vois là les gens qui sèment des blés durs sous des noyers. Le blé dur occupe de l'automne au printemps, le noyer, lui, c'est du printemps à l'automne. Les racines des noyers vont aller explorer des couches d'eau en profondeur sous les racines de blé. Oui, il y a des lieux en France où on est capable d'associer des cultures et de permettre la photosynthèse le plus longtemps possible dans l'année et d'avoir une couverture végétale bien supérieure. C'est pas encore... Alors, c'est pas la permaculture. Elle pousse ce système à l'extrême. La permaculture, mais c'est une culture manuelle, hein, c'est en clair. Ce n'est plus la plante adventice qui fait de l'ombrage à la plante cultivée, c'est la plante cultivée qui fait de l'ombrage à la plante adventice. Attention, c'est beaucoup de travail. Mais juste pour vous dire, l'idée est bien celle-là, couverture végétale verte la plus totale et la plus permanente possible. Alors cette énergie, vous savez, c'est le sucre, les glucides, le saccharose, le fructose, c'est les lipides, c'est l'amidon. Ce sont des hydrates de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vois quelques-uns sourire. Non, il y en a trop, monsieur. Alors, il y en a trop. Allons-y. Agriculture intensive. On va essayer de faire en sorte que les agriculteurs, avec leur végétation verte, puissent intercepter les rayons du soleil, intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, peut-être même de la paille, peut-être même des racines. Et quand, après récolte, ça va se décomposer, fabriquer de l'humus, et séquestrer du carbone dans les sols, excusez-moi, je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, les rayons du soleil, de ce qui est pléthorique, le gaz carbonique, entre-temps la plante a libéré l'oxygène, ça n'a pas fait mal à nos poumons. Et vous l'avez compris, je parle de feuilles vertes. C'est-à-dire que la photosynthèse, ce que je suis en train de vous raconter là, présuppose que la plante soit correctement alimentée en eau. Parce que le gaz carbonique, quand il est dans la plante, il rentre par les petits trous. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et la plante, alors nous, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. Mais la plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut résister au stress hydrique en arrêtant de transpirer pour ne pas se déshydrater. Nous, on ne sait pas faire. Nous, il nous faut boire tout de suite. Hein. Eh bien, elle fait ça. Du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, c'est-à-dire elle a fermé les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Ah, vous avez compris, le maïs, monoculture, dans le sud-ouest français, on s'en approche, hein. L'hiver, le sol est annulé, les rayons de soleil tombent à terre, c'est pas génial. Avril-mai, on a semé du maïs dans un écartement plus grand que le blé, il y a encore des rayons de soleil qui tombent à terre. Et quand au mois d'août, ça y est, le maïs recouvre à peu près la totalité de la surface du sol, ben, au mois d'août, il ne pleut pas. Il n'y a pas assez d'eau dans le sol, le maïs cesse de transpirer, les rayons du soleil ne servent plus à rien. Alors je sais, on va dire, ben, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique, les bassines, avec des nappes phréatiques, on va pomper dans les rivières, moins de poissons, silence, un mort. Ça s'appelle quand même avoir tout chaud. C'est une plante tropicale. Plante, sous les tropiques, on sait que la saison chaude, c'est la saison des pluies. Et chez nous, cette plante tropicale qui est remontée si loin au nord, a besoin d'eau à un moment où il ne pleut pas. C'est pas que le maïs exige plus d'eau qu'un blé. Le maïs exige moins d'eau qu'un blé à la tonne produit. Mais il exige au mauvais moment. Donc il nous faudra sans doute diversifier, ne pas faire que des cultures d'été. Ça, on est bien d'accord. Mais la monoproduction de maïs dans certaines régions de France, où il ne pleut pas au mois d'août, c'est quand même une grave erreur.
mois, il va falloir corriger le tir. Il faut que la plante puisse transpirer le plus longtemps possible. Et pour transpirer le plus longtemps possible, il faut qu'elle soit suffisamment alimentée en eau. Et l'eau gratuite dont on va faire l'usage intensif, c'est l'eau de pluie. C'est celle-là qui nous est donnée gratuitement. Sauf qu'on nous dit des orages, des canicules, des sécheresses, une distribution spatiale et temporelle de l'eau de plus en plus chaotique. Et c'est néanmoins de cette eau-là dont il va falloir faire l'usage le plus intensif. Parce qu'elle nous est donnée gratuitement, sans avoir à pomper, sans dépense de carburant, sans avoir à porter préjudice aux poissons dans la petite rivière. Donc, vous l'avez compris, plus un litre d'eau ne doit ruisseler dans nos campagnes. Tout doit s'infiltrer dans le sol et emmagasiner dans le sol pour qu'au mois d'août, quand il fait sec, la plante ait encore de l'eau et trouve encore de l'eau à boire. Donc on va empêcher le ruissellement, les haies, la couverture végétale. Château du Casse, Saint-Émilion, vous découvrirez, entre les rangées de vignes, il maintient des herbes adventices, qu'on appelait autrefois mauvaises herbes. Quand l'eau s'écoule le long des coteaux, l'herbe empêche le ruissellement, ça finit par s'infiltrer. Et puis, quand l'herbe est séchée, là où il y avait une racine, il y a une galerie. L'eau, les pluies d'automne, hop, ça s'infiltre par les galeries qui étaient là où il y avait des racines de ces herbes qu'on qualifiait autrefois de mauvaises herbes. Et du coup, des mauvaises herbes, ça devient des bonnes herbes. Alors, il ne faut pas que ça prolifère trop. Il y a un petit robot, un panneau solaire, qui fauche l'herbe. Il ne désherbe pas, mais ça fauche l'herbe pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Donc c'est savant, on est bien d'accord. C'est robotisé, là, en l'occurrence. Un panneau solaire, ça se réveille le jour, ça se réveille avec le lever du jour, et ça se couche avec la tombée de la nuit. Mais ça fauche l'herbe, et effectivement, ça évite le ruissellement de l'eau, ça favorise l'infiltration. Maintenant, on veut que le sol soit poreux. On enseignait le labour. Maintenant, on enseigne plutôt le zéro labour, les techniques culturales simplifiées, parce que si on aère trop un sol et qu'on oxyde trop l'humus, le carbone va retourner à l'état de gaz carbonique. Ça, c'est pas très bon par rapport au dérèglement climatique, ça vous l'avez compris. Un excès de travail du sol, c'est un préjudice pour le taux d'humus. Le taux d'humus, vous le savez, c'est la stabilité structurale des sols, sa résistance à l'érosion, et c'est ça qui retient l'eau. Donc il faut enrichir le sol en humus, il faut que le sol soit poreux. Sans labour, comptez sur les vers de terre, les colomboles, les cloportes, les racines des herbes une fois desséchées. C'est la biologie des sols qui va nous rendre le sol poreux. Et le sol, si c'est un peu argileux, ça va se rétracter, ça va se gonfler, etc. Il va y avoir des formes de retrait. En tout cas, maintenant, on sait rendre un sol poreux. C'est pas pareil. Selon les sols, c'est pas aussi facile, mais on rend le sol poreux grâce à la biologie des sols et ce genre de choses. Maintenant, on veut que l'eau qui s'est infiltrée reste à hauteur des racines, c'est l'humus. 50% de carbone, 5% d'azote, c'est le... Alors vous savez que l'humus c'est 50% de carbone, 5-6% d'azote, savant mélange carbone-azote, et ce savant mélange carbone-azote, c'est vrai que quand les microbes commencent à décomposer la paille et les racines des plantes, si à ce moment-là il n'y a pas un peu d'azote, c'est raté, ça ne fabriquera pas d'humus, et finalement le carbone retournera à un moment ou l'autre à l'état de gaz carbonique. Donc il faut un peu d'azote, mais il faut surtout de l'azote pour les protéines. Ceci étant, quand je vous disais que l'agriculteur qui, dans la Brie ou dans la Champagne, met des lentillons entre ses rangées de cameline ou de févrole entre ses rangées de blé, et alors du soleil tombe sur des feuilles, mais après récolte, il y a le carbone de la paille des racines du blé, il y a l'azote des résidus de lentillons de févrole, et du coup le microbe trouve un bon dosage carbone-azote, il vous fabrique de l'humus, bon dosage carbone-azote, sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et certains l'ont déjà entendu, je suis pourtant un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, j'insiste, c'est l'azote de l'urine qui rejoint le carbone de la paille, on fait du fumier, l'azote n'ira pas fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, ça va être piégé dans le fumier, ça va retourner au sol, oui, il va falloir remettre de l'élevage dans le bassin parisien, et on va remettre des céréales, et on va remettre les animaux sur la paille en Bretagne. C'est une vraie révolution agricole, c'est tout le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous allez voir que ce n'est pas que du contre-courant qu'on va faire, c'est un virage à 90 degrés, excusez-moi. Donc l'azote, mais alors on a aussi surtout besoin d'azote pour fabriquer des protéines, tous les constituants du corps humain, les peaux, les os, les cheveux, les ongles, etc. On est obligé de renouveler ça tous les jours parce que ça repart dans nos urines. Et les protéines, ce sont ces constituants azotés
Mais d'où vient l'azote? Vous le savez, c'est l'azote de l'air, 79% d'azote de l'air, pas de pénurie avant des siècles.